Nous sommes bien d'accord, la masse d'un sac de billes est égale à la somme des masses des billes qui le constituent, plus la masse du sac. Si ce raisonnement est correct, il implique que la masse de notre corps, qui est constituée de particules élémentaires, qui sont des petites billes, doit être égale à la somme des masses des particules qui le constituent. Or, la vérité est tout autre. La somme des masses des particules qui nous constituent ne représente que quelques pourcents de la masse totale de notre corps. D'où vient la masse majoritaire de notre corps? Pour le comprendre, il faut revenir à 1905. 1905, c'est l'année miraculeuse de la physique. Un certain Albert Einstein, qui a 26 ans à l'époque, qui est ingénieur de 3e classe au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, publie en quelques mois 5 articles révolutionnaires sur 5 sujets différents de la physique. L'article du mois de juin repense les relations entre l'espace et le temps et contient la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la relativité restreinte. Durant l'été qui suit, le mois de juillet et le mois d'août 1905, Einstein continue à réfléchir. Il part en vacances avec son épouse Mileva et leur fils en Serbie, d'où elle est originaire, et il continue à réfléchir aux implications de l'article publié au mois de juin. Il écrit à l'un de ses amis, qui s'appelle Konrad Habicht, une lettre dans laquelle il dit ceci: « Le principe de relativité associé aux équations de l'électromagnétisme impose que la masse d'un corps soit une mesure directe de l'énergie qu'il contient. La chose, dit-il, est plaisante à considérer, mais le bon Dieu n'est-il pas en train de rire de moi et ne me mène-t-il pas par le bout du nez? Ça, conclut Einstein, je suis incapable de le savoir. » En fait, il va trancher la question dans un article qu'il écrit en septembre 1905, un article très court de moins de 3 pages, dans laquelle se trouve écrite avec d'autres notations la fameuse formule E égale mc2. Comment la démontre-t-il? En considérant un métal qu'on chauffe et qui rayonne donc de l'énergie sous forme de lumière, visible ou invisible. La lumière n'a pas de masse. Donc ce corps qui rayonne de la lumière perd de l'énergie, puisque la lumière contient de l'énergie, mais il ne doit pas perdre de masse, puisque la lumière n'a pas de masse. Comment un corps qui rayonne des objets qui n'ont pas de masse pourrait-il perdre de la masse? Einstein conclut que si l'on en croit les principes de sa théorie, alors le corps en question, du seul fait qu'il perd de l'énergie, perd également de la masse, et cette masse qu'il perd est donnée par la formule grand E, l'énergie qu'il perd, divisée par c au carré, c étant la vitesse de la lumière, qui vaut 300 000 km par seconde. Et donc, même si le corps émet des objets qui ne sont pas massifs, il perd quand même de la masse. Et le génie d'Einstein le pousse à dire que cette formule qui fait intervenir la vitesse de la lumière doit demeurer vraie, même si aucune lumière n'intervient dans le processus par lequel le corps en question perd de l'énergie. Autrement dit, le statut de la vitesse de la lumière est changé. La vitesse de la lumière ne désigne plus seulement la vitesse de propagation d'un phénomène physique particulier qui est la lumière. La vitesse de la lumière devient une constante universelle de la physique qui intervient dans tous les processus dans lesquels de l'énergie est mise en jeu, même si aucune lumière n'intervient dans l'affaire. Alors les implications de cette formule sont considérables. Par exemple, la formule implique que n'importe quel morceau de matière contient de l'énergie du seul fait qu'il est massif. Même si le corps est immobile, au repos, il a une énergie mc carré qu'on obtient en multipliant sa masse en kilogrammes par le carré de la vitesse de la lumière. Par exemple, cette friandise qui pèse quelques grammes, quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'elle contient plusieurs dizaines de milliards de joules, c'est-à-dire une énergie plus grande que toute l'énergie que nous consommons pour alimenter notre métabolisme pendant toute la durée de notre existence. Comment comprendre cette différence? En comprenant que notre corps est un lieu de transit et que cette masse dopée à la vitesse de la lumière que nous absorbons dans nos repas, kilo après kilo, en fait n'est transmise à notre corps que dans des proportions infimes qui sont suffisantes pour alimenter notre métabolisme. Maintenant, il y a d'autres implications. Par exemple, celle qui permet de répondre à la question posée. Les particules élémentaires qui nous constituent, par exemple les quarks, ces petites particules qui sont dans nos protons et nos neutrons, elles interagissent très fortement à des vitesses très grandes, et cette énergie d'interaction
correspond à une masse effective qui constitue l'essentiel de la masse de notre corps. Autrement dit, la masse de notre corps doit beaucoup plus à la danse frénétique de nos particules élémentaires qu'à leur masse propre, qui est très faible par rapport à la masse totale de notre corps. Ensuite, il y a des phénomènes qu'on peut voir tous les jours en laboratoire, qui sont très étonnants, dont il n'existe aucune contrepartie dans la vie courante, mais qui sont réglés par cette formule E égale mc2. Par exemple, si je prends deux protons de haute énergie, comme on le fait au CERN avec des grands colliseurs de particules, si ces deux protons entrent en collision à des énergies très grandes, on s'aperçoit que la collision va engendrer des centaines, voire des milliers de nouvelles particules. Et la somme des masses de toutes les particules ainsi créées est bien plus grande que la masse des particules incidentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la vitesse des protons, leur énergie, par la formule E égale mc2, s'est transformée en masse, c'est-à-dire en nouvelles particules. Et là, il y a un phénomène très étrange qui est que la propriété d'un objet, en l'occurrence la vitesse des protons, s'est matérialisée en d'autres objets. C'est aussi étrange que si je vous disais que la vitesse d'un tracteur, à l'occasion d'un carambolage, pouvait se matérialiser en donnant naissance à une paire de patins roulettes et une trottinette, par exemple. Enfin, cette formule, elle est plutôt associée dans l'imaginaire collectif au pacte faustien que la physique la plus abstraite aurait passé avec le mal le plus concret. Bref, elle est associée à la bombe atomique, c'est-à-dire à Hiroshima et Nagasaki. Et cette association est quelque peu injuste, parce que l'idée de la bombe atomique n'est apparue dans l'esprit des physiciens qu'en 1939, après une découverte qui a été faite tout à fait par hasard par Lise Meitner et Otto Hahn. Ils ont découvert qu'il existait un isotope de l'uranium 235, qui a la propriété singulière de pouvoir se couper en deux, fissionner, lorsqu'il est percuté par un neutron lent. Et ça n'avait été prédit par personne. Et la formule d'Einstein ne permettait pas non plus de le prévoir, elle date de 1905. L'uranium est connu depuis la Révolution française, depuis la fin du XVIIIe siècle. Et il ne suffisait donc pas d'avoir la formule et l'uranium pour penser à la bombe atomique. Il a fallu cette découverte faite à la fin de l'année 1938 pour que les physiciens commencent à y penser. Et l'idée de la bombe atomique va donc conduire à ce que Einstein, qui ne s'est jamais intéressé aux forces nucléaires, sollicité par des amis physiciens, va écrire une lettre au président Roosevelt dans laquelle il signale que les Allemands ont des stocks d'uranium, ont également à leur disposition de très grands physiciens, et pourraient être capables, les nazis pourraient être capables un jour de fabriquer la bombe atomique. Donc il agit comme une espèce de lanceur d'alerte pour le président Roosevelt. Et l'association entre E égale mc2 et la bombe atomique ne viendra se montrer, si l'on peut dire, s'imposer qu'en juillet 1946, à la une du magazine Time, qui vient commémorer l'anniversaire de la première explosion atomique qui avait eu lieu en juillet 1945, donc avant Hiroshima et Nagasaki, dans le désert du Nouveau-Mexique. Et sur la couverture, on voit le visage d'Einstein qui est grave, qui semble interroger la postérité. On voit l'océan avec dessus beaucoup de bateaux de guerre, et on voit un nuage atomique qui a la forme d'un cobra. Et dans le nuage même est écrite la formule E égale mc2. Et le titre qui apparaît à cette une est Einstein, le cosmoclaste. Einstein, le destructeur de l'ordre. Et c'est à partir de cette association que nous pensons l'association entre la bombe atomique et la formule E égale mc2, alors que cette formule intervient dans beaucoup d'autres processus, par exemple le craquage d'une allumette ou bien la chute d'un corps.